Lannion. Passengers are requested to proceed to gate number 6. Thank you. Montreal ground from Quebec Air 291, taxi clearance, request 13,000, ready to Quebec, red 1 ready to direct Como. Quebec Air 290, cleared to taxi, runway 28. The wind is 260 at 15, altimeter 2972. Depuis des années, les haut-parleurs de l'aérogare internationale de Montréal diffusaient quotidiennement le nom des grandes capitales du monde. Et soudain, en 10 ans à peine, des noms nouveaux s'ajoutent aux listes des aéroports. Bécomo, Gagnon, Port-Cartier, Sept-Îles, Labriville, Shefferville. C'est le réseau de la côte nord du fleuve Saint-Laurent. Pourquoi tout à coup épingle-t-on de nouvelles villes sur la carte du Québec ? Pourquoi ce pont aérien de Montréal jusqu'au Labrador? La réponse est enfouie dans le sol, les mines. La réponse est dans le bouillonnement des rivières, la houille blanche. Alors les hommes sont venus, minuscules dans cette nature sauvage, et ils ont entrepris pour eux, pour ceux qui viendront demain, d'emprisonner l'eau vive. À l'intérieur des terres, dans cette région désolée qui n'accepte pas facilement l'empreinte de l'homme, s'est édifié l'un des plus grands chantiers du monde. Son nom est celui des deux rivières Manicouagan et Ojoutarde. Son but, construire des barrages, des centrales hydroélectriques. Durée des travaux, près de 15 ans. Résultat, plus de 5 millions de kilowatts. À 135 000 de Bécomo, la ville portuaire du Saint-Laurent, voici entre les montagnes Manic 5, le chantier du plus grand des 5 barrages qu'il faut construire. On y pensait depuis longtemps. Les rapports préliminaires datent de 1955. Déjà, on sait que l'œuvre est gigantesque, mais on sait également que l'ensemble des 5 barrages doublerait net la puissance hydroélectrique du Québec. Voici la maquette du barrage de Manic 5. C'est un simple voile de béton à arche évidée. Il sera énorme sans être massif, élégant dans sa puissance et d'autant plus solide que le niveau de l'eau sera plus élevé. La grande voûte centrale atteindra une hauteur de 703 pieds et reposera partiellement sur le lit actuel de la rivière. Ici coulait l'impétueuse Manicouagan. On a détourné son cours et asséché son lit. Il s'agit maintenant, afin de pouvoir asseoir solidement les bases du barrage sur le roc, de vider cette section du lit de la rivière des alluvions que les siècles y ont déposées.
La fouille à sec du sillon alluvionnaire a duré du 28 mars à la fin septembre 62. Le sillon s'étend sur une longueur de quelques 600 pieds et une largeur de 250 pieds. Mais des milliers d'années y ont accumulé un énorme dépôt d'alluvions qui atteint par endroits 240 pieds d'épaisseur. On doit donc, avant d'atteindre le roc saint, débarrasser le sillon d'à peu près 400 000 verges cubes de débris, de limon, de sable et de pierrailles. Pendant que l'on continue de travailler à l'assèchement du sillon, non loin de là, hommes et machines s'attaquent au flanc de la montagne. Et déjà se dessine la courbe des futures arches. Le béton des arches demandera des agrégats. Et pour extraire la roche, on nettoie un flanc de montagne qui deviendra une carrière. Un système de blondins servira à transporter le béton à n'importe quel point du barrage. Les tours fixes de ce genre de téléphérique sont montées du côté est et chaque blondin est capable de supporter un poids de 22 tonnes et demie. De l'autre côté, les blondins se déplacent le long de 2 rampes aménagées à flanc de montagne. Simultanément, les travaux progressent à G13, le gisement de sable situé à 7000 en aval du chantier principal. Grâce à un procédé qui fait appel aux plus récents perfectionnements électroniques, le traitement d'1 700 000 tonnes de sable et de 2,5 millions de tonnes d'agrégats s'effectuera à un rythme assez rapide pour alimenter l'usine de béton. Dans leur lutte contre la montagne, les hommes ont fréquemment recours à une arme efficace, le dynamitage. Les plus grandes mesures de sécurité entourent chaque dynamitage. Les explosions ont lieu généralement aux heures des repas, les hommes sont à table et le chantier désert. Le granit va jaillir vers le ciel. Sur les montagnes rebondira un écho de cataclysme. Ce que la nature a mis des millénaires à façonner, de puissants explosifs modernes l'ont anéanti en l'espace d'un éclair. Maintenant, le géologue ausculte la pierre éclatée. Il se sert d'un petit appareil électronique, le sismitron, pour connaître la réaction du sol dans le voisinage immédiat de l'explosion et déceler toute fissuration dangereuse que la secousse aurait pu provoquer. Les roches bouleversées par l'explosion sont une menace pour les hommes. De puissants jets d'eau font basculer les pierres restées en équilibre instable qui risqueraient de provoquer des éboulis. En même temps, l'eau nettoie la roche et enlève la terre et les matières végétales qui pourraient encore y adhérer.
Les parois verticales que la dynamite a taillées à flanc de montagne sont minutieusement inspectées et débarrassées des fragments de roc qui représentent des risques d'accident. « 400 000 verges cubes à enlever. « 240 pieds de profondeur. Ici, près du sommet de la gorge, coulait la Manicouagan. Tout cela, dit un des ingénieurs résidents, semble plus dur pour la machine que pour les hommes. Et de fait, l'entretien de tout l'outillage a nécessité la construction d'un vaste hangar. Dans le parc voisin sont alignés les gros vibrateurs, les grues mécaniques, les niveleuses, les tracteurs. Tout ici s'use 10 fois plus vite. La pierre brise, ébrèche, casse. Il faut tout prévoir en double ou en triple pour que les machines, elles aussi, se reposent. Manic 5, c'est en somme un camp de travailleurs en forme de ville. Maisons préfabriquées, roulottes, population totale 4600. Employés au barrage 3200. Le confort ici n'est pas un luxe. C'est un allié de l'homme dans sa dure et longue entreprise. Certains sont venus avec leur famille. Le parc des roulottes, près du lac Louise, compte quelques 330 unités modernes, écoles, magasins, terrains de jeu et le reste. Dans ce village né d'hier, aux rues trop neuves, la vie bat au rythme des changements de quart. L'homme de Manicouagan dîne à midi ou minuit, joue au billard tôt le matin, ou va à la messe avant d'aller se coucher. Quand il a un dimanche après-midi de libre, le citadin de Manicouagan, comme tous les citadins du monde, va à la campagne. Il n'a pas besoin d'aller loin. Le pays n'est que lac, rivière, forêt. La ville la plus proche est Bécomo, au bout de l'unique route. Pour s'arrêter devant une affiche d'essence de stationner, il faut rouler 135 000 en plein bois. Les plaisirs de l'eau, le sable blond des plages chauffé par le bref soleil de l'été, l'immense nature encore inviolée. Voilà la récompense au bout de la semaine pour s'être battu contre le granit et les mouches dans la poussière, sous la pluie, de nuit, de jour, pour avoir fait sauter des tonnes d'explosifs, déblayé on ne sait plus combien de verges cubes de roc, pour avoir accompli obscurément, mais avec un acharnement presque joyeux, un travail d'homme. Comme les 3 ou 4 000 autres de Manic 5, comme ceux aussi qui, à 125 000 plus au sud, construisent Manic 2. L'homme de Manicouagan vient de la côte nord, de la Gaspésie ou de Montréal, de Shawinigan ou d'Abitibi. Il était pêcheur, ouvrier, agriculteur. Il est venu ici pour gagner sa vie, c'est simple. Ou bien il est un spécialiste des barrages. Il vient construire Manic après avoir fait Bercimis et Carillon. Les barrages, on finit par avoir ça dans la peau.
Résumons. Avant de tendre le gigantesque voile de béton qui fermera la vallée, on doit assécher le lit de la rivière sur une longueur de 600 pieds, vider ce sillon de la masse alluvionnaire jusqu'au roc, tailler les parois et puis après couler le béton, jusqu'en haut. Théoriquement, ça va bien. En pratique, c'est autre chose. Les difficultés qu'on rencontre sont proportionnées à l'envergure de l'entreprise. Un petit exemple. Au fur et à mesure qu'on le nettoie, le sillon taillé par la nature en un V profond se rétrécit. Il finit par être si étroit et si creux que les machines ne peuvent plus y descendre. Les dernières tonnes de débris furent évacuées comme sur un plateau, avec des bennes de camions suspendues au câble d'une grue électrique, qui perchait tout en haut sur une plateforme aménagée dans le roc. Ainsi se termina à Manic 5, avec la dernière des 400 000 verges cubes d'alluvion, le chapitre de la fouille à sec du sillon. Le chapitre suivant porte un titre court, le béton, et commence par une date, 22 septembre 1962. Les premiers coffrages au fond du sillon sont prêts à recevoir la première coulée de béton. Le chantier, pour un moment, est devenu silencieux. Cette journée de travail est comme un jour de fête. Pour ceux qui ont pensé ce projet colossal, pour tous les ingénieurs, les géologues, les architectes québécois formés aux meilleures universités du Québec. Pour les auteurs du barrage, de l'ingénieur en chef aux plus humbles manœuvres, cette benne au bout de son fil est la preuve qu'ils ont eu raison de voir grand. La première benne a déversé 8 verges cubes dans les coffrages. Encore 2 800 000 verges cubes de béton et Manic 5 sera terminé. Pendant que se poursuivait la fouille à sec du sillon, on commençait l'exploitation d'une carrière devant fournir les agrégats, éléments de base du béton. Les environs immédiats du chantier, ne contenant aucun dépôt naturel d'agrégats utilisable tel quel, il faut manufacturer l'agrégat grossier, c'est-à-dire la pierre à partir du rocher régional. Les géologues ont circonscrit un socle rocheux à l'est du barrage et l'air s'est rempli du staccato des foreuses et du halètement des grues mécaniques. C'est à 5000 en aval du barrage que se trouve le dépôt de sable G13. À l'agrégat grossier, la pierre, s'ajoute dans la préparation du béton l'agrégat fin, le sable. Pierre et sable ont fait l'objet de recherches, d'analyses et d'expériences uniques dans les annales de la construction au Québec. Car la forme même du barrage à arches multiples exige un béton de qualité exceptionnelle, capable de supporter une pression d'au moins 5000 livres au pouce carré. Le sable, par exemple, est traité dans un hydroséparateur où il se débarrasse de la biotite qu'il contient. Un système complexe de convoyeurs et de trémies permet de préparer et de mettre en réserve les énormes quantités de sable nécessaires à la préparation du béton.
Le sillon à sec. On a commencé à poser les coffrages. Une équerre, un marteau et des clous. Après la dynamite, les foreuses et les grues géantes, de bien petits outils pour un bien gros travail. Mais la règle à calculer de l'ingénieur n'est pas grosse non plus. Il faut de tout pour faire un monde et des charpentiers pour faire un barrage en béton. Il faut aussi des soudeurs pour découper et assembler les tiges de fer qui constituent l'armature du béton. Les coffrages sont construits avec d'autant plus de soin qu'ils serviront maintes et maintes fois. Les unités sont boulonnées les unes aux autres. Au fur et à mesure que le béton durcira, la partie inférieure du coffrage sera retirée, puis reboulonnée sur la partie supérieure. Les coffrages s'élèveront en somme en même temps que le barrage. Résumons encore une fois. Fouille à sec du sillon et simultanément mise en exploitation des carrières de pierre et de sable. Suit la construction de l'usine de béton. À partir de maintenant, on édifie. Ce camion va basculer sa charge dans ce qu'on peut appeler l'estomac de la carrière, l'usine de concassage primaire. Les blocs arrachés à la montagne sont une première fois réduits en agrégats par deux gros concasseurs avant de passer au concasseur secondaire. Les arrivages de sable sont accumulés en réserve près des tas de pierres concassées. Un programme rigoureux règle la production et le transport des agrégats selon le rendement de l'usine de béton. Il faudra tellement de ciment pour ériger une Manic 5 que le transport à partir de Bécomo se fera au rythme de 5 camions de 35 tonnes à l'heure, sans arrêt, pendant 4 ans. Les silobus s'essoufflent à transporter le béton préparé. Lutte de vitesse avec les camions, les horaires rigides et la température aussi. L'été est court à Manicouagan, les hivers longs, excessifs. Avec ses tours fixes d'un côté et ses rampes inclinées à flanc de montagne de l'autre, le système de Blondin permet d'acheminer les bennes partout sur le barrage. L'homme qui manœuvre n'a même pas besoin de voir la benne au bout de son filin d'acier. Tout se fait par télécommande avec la précision d'un mécanisme d'horlogerie. Chaque benne, 16 tonnes de béton.
En 1961, ici coulait la rivière. Et depuis, les hommes sont venus. En 2 ans, ils ont taillé une route dans la forêt, construit une petite ville, fait éclater des pans de montagne, détourné le cours d'eau en creusant des galeries de dérivation et en bâtissant des bâtards d'eau pour assécher la rivière, mis en exploitation des carrières et monté une des plus grandes bétonnières d'Amérique. Le tout en un temps record. À la fin de l'été 63, les coffrages atteignent le haut du sillon alluvionnaire. Le réservoir formé en aval par le barrage aura 120 000 de longueur et contiendra 5 000 milliards de pieds cubes d'eau. Il prendra 6 ou 7 ans à se remplir. Ainsi est en train de s'ériger le plus grand barrage à arches multiples du monde. Ceux qu'on a appelés les hommes du béton, les chevaliers du kilowatt, peuvent être fiers de leur travail. L'une des réussites les plus marquantes au crédit du Québec. Longueur, plus de 4000 pieds. Largeur des contreforts, 660 pieds. Largeur de la crête sur laquelle passera une route, 20 pieds. Hauteur, 703 pieds. Manic 5, un nom qui s'inscrit déjà en tête d'affiche, parmi les plus grandes réalisations du siècle.